Et l'enseignement se traduit et se transmet par l'observation. Contrairement à ce que la majorité des gens pensent. On observe. Si vous regardez la nature, regardez comment la nature est fournie, tout ce qui se passe. Quand vous essayez, moi ça m'arrive des fois de m'asseoir quelque part pendant 2 heures et je ne parle pas, j'observe. Maître, on va d'abord vous interrompre juste 1 minute, le temps de prendre cet auditeur qui signale le téléphone depuis quelque temps. Allô, bonjour. Bonjour Paul Bruno. Bienvenue sur le plateau. Oui, c'est Lingongan depuis Yaoundé. Lingongan depuis Yaoundé, j'aime bien la formule. Merci bien. Alors, je suis très content du thème que Maître aborde ce matin, mais je voudrais lui poser cette question. Est-ce que la sagesse varie d'un milieu à l'autre? Je veux dire, par exemple, chez nous en Afrique, la sagesse consiste à faire tout pour survivre. C'est pour cela que très souvent, pour être à l'aise même dans son service, il ne faut pas montrer à son chef qu'on est allé à l'école, mais il faut faire tout pour le mettre à l'aise et s'intégrer. Est-ce que la sagesse en Afrique, c'est la même sagesse en Europe? Merci. Merci, Lingongan depuis Yaoundé. Bon, je vais d'abord répondre à cette question en faisant table rase. La sagesse en Afrique n'a jamais été survivre. Ça, c'est une sagesse occidentale, ça n'a rien à voir. Il faut d'abord être clair. La sagesse en Afrique a toujours été de maîtriser qui on est, de maîtriser son environnement et de maîtriser les actes ainsi que les conséquences de nos actes. Ça, c'est la sagesse en Afrique. Bon, quand vous décidez de rentrer dans un travail et que vous devez mettre votre patron à l'aise, comme le monsieur vient de le dire, pour ne pas être chassé, c'est qu'on a déjà un problème. On n'est pas dans un travail pour supplier son patron. On n'est pas là pour ça. On est là pour travailler. Maintenant, si le patron a besoin qu'on l'encense pour qu'il ne vous vive pas, c'est que vous avez un patron en face de vous qui n'a aucune personnalité, qui ne sait pas qui il est et qui ne sait pas ce qu'il fait là. Donc, à partir de là, ce travail-là, il est nécessaire pour vous? Est-ce que c'est important? Si c'est important, dans ce cas, la meilleure façon est de ne pas parler justement, d'observer et de faire ce pourquoi on vous paye. Mais maintenant, aller dans un travail pour encenser son patron et se dire que ça, c'est une sagesse africaine, de ce dont je me souviens quand me parlait ma grand-mère, les Africains sont les hommes les plus fiers de cette planète. Et quand on allait ma grand-mère me disait qu'on allait dans un champ par exemple, hein, et que le contremaître qui dirigeait tout ça, quand il vous manquait de respect, c'est pas parce que vous étiez employé que vous ne le faisiez pas savoir qu'on ne me manque pas de respect. Si vous ne me respectez pas, c'est que vous-même, vous ne vous respectez pas. Donc, cette culture de courber les chines, c'est de l'esclavage. Encore une fois, excusez-moi, je veux dire, un patron qui a fait des études, qui a une personnalité, n'a pas besoin qu'on lui cire des pompes, parce que sinon, le travail, il est mal fait. Alors, maître, je voudrais que nous revenions encore au problème de l'oralité, de l'écriture. Hein. Vous savez, le livre, c'est écrit, c'est consigné, ça se conserve et puis ça se lit facilement. Par contre, cette autre forme de connaissance qu'on acquiert de par les lectures, de par l'enseignement, c'est verbal. Et est-ce qu'il est permis, une fois qu'on reçoit, de pouvoir consigner, ou alors il est dit que pour que cette forme de connaissance demeure éternellement en vous, vous devez en faire une sorte de petit secret? Alors, il faut comprendre qu'en Afrique, dans les temps anciens, il n'y avait pas d'écrit. C'était verbal et oral. Et ça, c'était pour une bonne raison. C'est parce que l'écrit tire à long terme à la perversion. Je m'explique. Je disais tantôt, la dernière fois que j'étais ici, que les règles peuvent être utilisées pour faire aussi bien le mal que pour faire du bien. Quand on écrit quelque chose et qu'on le laisse, chacun prend la liberté de le comprendre et de le transmettre aux autres comme il l'entend. Par contre, quand votre grand-père vous disait que ça se fait comme ça, et que la façon dont il vous le dit doit être transmise à votre enfant de la même façon, on n'avait pas de perturbation.
Ça se transmettait de la même façon. Regardez, je vous prends l'exemple de la Chine. La Chine fait partie des peuples qui créent l'écriture. Mais avant que l'écriture se mette en place en Chine, c'était du verbal. Et aujourd'hui encore, les Chinois le prouvent, ils font partie de l'une des plus grandes cultures que le monde porte et qui se bat pour préserver son art ancestral. Donc, je pars de la base que l'écriture, je ne dis pas que l'écriture est mauvaise, mais je dis que quand on écrit quelque chose, la personne qui lit peut changer et peut interpréter ça à sa façon. Et c'est d'ailleurs pour ça que, voyez par exemple la Bible. La Bible est écrite en plusieurs façons. Quand vous allez au Vatican, c'est une version. Quand vous allez à tel endroit, c'est une autre version. Et parfois, quand on prend les versions et qu'on les compare, il y a des choses qui ne correspondent pas. C'est ça, le problème de l'écriture. Et moi, je dis toujours, il faut quand même revenir à une réalité. Nos ancêtres vivaient par l'oral. Et l'Afrique était, à cette époque-là, le plus grand continent dans lequel on est venu puiser des ressources aussi bien intellectuelles que physiques par la force, que tradition. Parce qu'il y a beaucoup de traditions qu'il y avait en Afrique qu'on retrouve aujourd'hui dans d'autres peuples. Donc, maîtresse, à dire que il vaudrait mieux transmettre cette oralité à nos enfants avant même qu'ils n'entrent à l'école maternelle, à l'école primaire. C'est très important parce que dès qu'on rentre à l'école, on a tout qui rentre en jeu. C'est-à-dire que, imaginez-vous que la règle chez vous par rapport à votre enfant, c'est qu'il ne dise pas de gros mots. On est d'accord. Oui. Dès qu'il rentre à l'école, l'éducation des autres enfants rentre en compte. S'ils se retrouvent avec des amis qui passent leur temps à dire des gros mots parce que leurs parents à eux le font constamment, il va vous ramener des gros mots à la maison. Parce que ça, c'est l'effet de socialisation. Voilà. Par contre, si dès que l'enfant naît, il se rend compte que tout le monde autour de lui, et c'est ça qui était la force de nos ancêtres, font la même chose, vont dans la même direction, respectent les mêmes règles et réfléchissent de la même façon, il est impossible que quand il rentre à l'école, qu'on le fasse dévier des règles dans lesquelles il est né, où il a grandi, où il vit. C'est impossible.